The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara, on se retrouve pour une nouvelle interview. Alors je m'excuse à l'avance, ma voix est pas terrible, 3 jours à parler très fort et voilà, c'est fini. Donc j'espère que ce sera quand même audible et que je vais pas tousser, me reprendre, avoir un chat dans la gorge toute l'émission. Et pour cette émission spéciale, je suis en compagnie de Théo Rivière. Salut Théo. Salut Paul Gara, comment tu vas ? Bah écoute, très bien, et toi ? Écoute, moi ma voix est encore nickel, Ouais, j'ai essayé de pas trop crier et pourtant j'ai joué à des jeux qui énervent beaucoup mais... Je pense que c'est des jeux narratifs où il faut lire beaucoup de choses. Moi qui m'ont tué hier avec beaucoup de bruit autour et tu forces à fond. Qui te force à bien écouter, à bien parler. J'ai pas fait ça donc c'est pas mal. Et je déconseille de faire ça à 1h du matin. C'est pas du c'est tout. aussi l'autre beau conseil, effectivement. C'est pas du tout le meilleur créneau. Là, on se retrouve pas pour une interview classique, mais plutôt pour une interview. On va parler un peu de toi, ce qui t'a plu en tant que joueur. Et un peu sur le même format que celui j'avais fait avec Bruno Fedouti. L'idée, c'est de parler des jeux qui t'ont marqué dans ta pratique de joueur et après aussi comment ils t'ont influencé pour devenir auteur de jeu, puisque tu es auteur à plein temps, on le sait. Et puis tu es aussi maintenant co-associé d'un éditeur, donc Spiral. Ouais. Donc tu as une nouvelle casquette illustrateur, jamais, non ? Ouh là là, vraiment, non, vraiment pas quoi. Non, vraiment pas. Je fais des bonhommes dans les boîtes, j'adore dessiner. Mais j'ai un peu acté que mon style de dessin dans les dédicaces, notamment, c'est à peu près niveau pas mauvais en CM2, mais pas beaucoup plus que ça, quoi. Pas beaucoup plus que ça. Écoute, je te propose qu'on attaque dans le vif du sujet, parce que tu m'as donné une liste de 5 jeux, et le premier jeu que tu avais mentionné, pour lequel j'avais quelques idées. Ah bon ? Ouais, j'avais une petite idée que c'était possible. C'est un jeu qui est quand même un énorme pan du secteur, du monde du jeu. C'est probablement un jeu qui a révolutionné énormément de choses, qui a beaucoup changé, en fait, qui a rendu possible aussi d'autres jeux après, puisque c'est Magic the Gathering. Ouais. Un jeu de 1993 de Richard Garfield. Alors, on renvoie, il y a eu beaucoup d'émissions consacrées à Magic. On renvoie la vidéo d'Al236 qui est très très bien, extraordinaire. Et vraiment une vidéo passionnante. Il y a aussi d'autres émissions qui ont été consacrées à Magic. On sait qu'à la base, Richard Garfield, c'était pas le jeu qu'il voulait éditer. Non. C'est bon, voilà, on se repermet la petite anecdote. Parce qu'elle est délicieuse. Pour le coup, c'est incroyable en termes de... Elle est hyper inspirante. Oui, voilà. Il voulait publier un autre jeu et comme ça prenait du temps, je crois que je sais pas si c'était déjà Wizard of the Coast lui a dit, fais un petit jeu de cartes sur le modèle un peu, un petit jeu de cartes qui pourrait jouer facilement en convention. Pour occuper les gens pendant les temps morts, et il s'inspire des cartes de baseball, je crois. Ouais, en partie, ouais. Ouais, voilà, en partie, et il crée en fait Magic comme ça. Pour faire, c'était Robo Rally le jeu qu'il propose à ce moment-là, qui a fonctionné correctement, mais qui est pas majeur dans l'absolu. Et c'est marrant de voir que c'est le à côté, le truc de, je fais ça un peu vite fait pour voir, qui devient une révolution incroyable, quoi. C'est très beau. Un jeu qui a pris énormément d'ampleur, en fait, vraiment qui a cartonné. Et je crois que dès que ça a été proposé, ça a été sold out, tout de suite. Ouais, je crois qu'à la Gen Con où ça sort, donc effectivement en 93, je crois que c'est sold out en un laps de temps hyper court. Et ça prend tout de suite une ampleur phénoménale. Et notamment, moi je sais que ça, et on en parlera un peu plus tard, mais que j'ai beaucoup de retours de mes copains un peu plus vieux. Moi, 93, je suis pas encore un adulte, j'ai 2 ans même, donc je fais pas encore grand chose, quoi. Donc je joue pas à Magic à ce moment-là. Mais je sais que quand j'ai débriefé avec mes potes un peu plus âgés du milieu, il y a un raz-de-marée, notamment dans les clubs de jeux de rôle, où plus personne ne fait du JDR, tout le monde joue à Magic à la place, et ça prend une place dans le paysage ludique démentiel très très vite, Ouais, on dit que c'est ça qui a un peu enterré le jeu de rôle à un moment, parce que c'est beaucoup les joueurs de jeux de rôle qui se sont mis à Magic. On peut dire aussi que Magic, il invente toute la tendance du jeu de cartes à combo, avec des effets. En fait, maintenant, dès qu'on a des cartes avec des effets dans les jeux, c'est l'inspiration, elle vient de là à la base. C'est ça qui l'a rendu possible. Et puis, il y a aussi toute l'idée d'avoir une phase de jeu qui se fait en dehors du temps de jeu pur, puisqu'il y a la construction de deck qui est une partie qui n'est pas le jeu en lui-même, quoi. Ouais, qui est une des parties passionnantes de Magic. Moi, c'est un des trucs que je préfère, le côté effectivement metagame, de réfléchir dans un environnement donné à quelle carte on va jouer, à quel moment. Et à la fois, je suis passionné surtout par les formats limités, le draft, le CD, surtout le draft, où on va avoir un temps de jeu assez différent d'habitude, coupé en plusieurs temps, un temps de construction et de récupération des cartes, et un temps de jeu un peu sur un modèle tournoi. Moi, c'est vraiment un jeu que j'adore jouer. Là, j'ai repris méchamment il y a 1 an à peu près en physique. J'ai beaucoup joué sur Magic Arena, qui est un soft extrêmement bien fait, très pratique, pas cher, vraiment très généreux sur plein d'aspects. Et on fait un week-end Magic, j'allais dire tous les ans, ça fait que 2 ans, mais tous les ans quand même, avec les copains et les copines à la cafetière.
Et l'année dernière, quand je suis rentré en train, vraiment, je suis rentré en me disant, en fait, je veux posséder des cartes, quoi. J'ai envie d'avoir ce plaisir de, un peu bizarre, mais hyper chouette, d'avoir des cartes dans des classeurs et puis les regarder de temps en temps et me dire, oh, elles sont belles, mais je les range maintenant. Et de jouer avec un truc vraiment palpable. Et j'ai quand même un côté collectionneur aussi, donc j'ai envie de récupérer les belles cartes qui brillent dans des bons moments, les trucs un peu spéciaux. Il y a vraiment un truc très très fort dans Magic sur tous ces aspects-là. Ouais, parce que dans Magic, il y a aussi un côté qui est souvent utilisé par ses détracteurs, c'est le côté, tout le modèle économique est derrière, le fait qu'il y ait une grosse phase il y ait une grosse spéculation sur certaines cartes, et qui est un modèle que manifestement Richard Garfield, lui, n'envisageait pas, ne voulait pas, et même n'approuve pas spécialement, puisqu'il a essayé ensuite après de créer des jeux qui avaient dans lesquels il y a ce côté collection et ce côté spéculation n'était pas possible en fait. Clairement, et tu sens qu'il y a une volonté de Garfield qui est assez belle, je trouve, notamment dans Keyforge, qui était un peu le point de départ, de revenir à ce qu'était Magic entre 93 et 95, avant que ça explose vraiment très très fort, sur ce côté de, ok, on connaît pas les cartes, on n'a pas regardé les decks sur Internet, on va découvrir des choses, qui est aussi un des leitmotifs de Régis Bonnessé, dont on aurait pu parler longuement dans cette interview, mais je me suis dit que j'allais arrêter de dire à la face du monde tout le temps que Régis Bonnessé est quelqu'un d'exceptionnel et que c'est une des personnes les plus inspirantes du milieu. Vous le savez maintenant, écoutez l'interview de Paul Guerra de Régis. Mais il y a vraiment un truc de... Ouais, on sent qu'il y a une volonté de revenir à ce qu'était l'essence de Magic, qui a été mine de rien un peu subverti par les joueurs et les joueuses qui en ont fait un peu quelque chose et qui a échappé un peu à Garfield, qui est plus spécialement présent dans le game design derrière. Hein. Maintenant, il profite du succès et de sa fortune pour faire des jeux et pour profiter de la vie, je crois. Pas mal. Et mais il y a un truc intéressant sur cette manière dont le jeu est devenu autre chose par rapport à ce qu'il était au préalable, et comment un jeu comme Keyforge ou un jeu comme Altered peuvent essayer d'émuler un peu ces premiers moments de Magic, notamment par l'aspect unique, qui amène cet aspect de je vais jouer contre toi et t'as cette carte mais je savais même pas qu'elle existait, qui était là a priori au début de Magic, parce que on n'allait pas avoir toutes les cartes sur Internet, il n'y avait pas de saison des spoilers où on nous révèle les cartes une par une, c'était je joue contre Paul Gara pour la première fois et ça existe cette carte, trop bien, je veux la voir maintenant. Et ça c'est une sensation qui est superbe et qui est très très difficile à faire aujourd'hui. Toi, tu découvres Magic du coup en tant que joueur à quelle époque à peu près? Je pense que je suis en 6e au collège. Donc début des années 2000. Ouais, c'est ça. Mon premier tournoi officiel, c'est l'avant-première Sombrassier. Ça doit être 2003, je pense, donc j'ai 12 ans. C'est des copains qui te le font découvrir ou de la famille ou C'est drôle parce que c'est un rebond de... je vais essayer de faire vite, mais en 6e, je rentre au collège et il y a les clubs du midi. Et je rentre dans le club échec. Je sais pas pourquoi, parce que ça a l'air un peu rigolo. Ça m'amuse pas beaucoup. Et il y a un prof de physique-chimie, un prof de techno, pardon, qui lance un club, La Légende des 5 Anneaux, le jeu de cartes à collectionner. Et moi, je suis déjà assez passionné par les univers japonisants, ces trucs-là. Donc, je rejoins ce club-là. On joue à L5R. Le jeu est hyper chouette. Un mois plus tard, on joue tous à Magic parce que le marketing était meilleur. Okay. Et donc, je me retrouve plutôt avec des grands. Je suis le plus jeune de la bande. C'est plutôt des 4e, 3e qui jouent à ça, mais à jouer à Magic comme des oufs, à acheter mes premiers boosters avec mon argent de poche où je cumule semaine après semaine pour aller acheter un booster et je suis trop content. Et là, je tombe vraiment, vraiment dedans assez fort. Et très vite, j'ai la chance d'avoir une mère exceptionnelle sur ça qui était OK pour le dimanche matin choper la petite bande de collégiens, nous amener jusqu'au tournoi, qu'on joue toute la journée et qu'elle revienne à une demi-heure à 30 bandes, quoi, et qu'elle revienne le soir nous chercher pour qu'on puisse rentrer. Et donc très vite, on est un peu les mascottes, quoi. On est les gamins dans des tournois où il y a principalement des adultes. Et là, je tombe dedans vraiment très très fort. Je commence à jouer vraiment beaucoup, quoi. Ça veut dire que t'es pas que dans une pratique purement casual, tu rentres dans la pratique du tournoi, assez vite, quoi. Ouais. Très très vite, en étant horriblement nul, on n'a pas les cartes, on n'est pas très bon, mais en s'éclatant énormément sur ce truc-là, en essayant de progresser, et c'est vraiment des très très belles années. J'en garde des super souvenirs, et la communauté était paradoxalement, parce que c'est une communauté qui a plein de problèmes, mais déjà plutôt accessible, plutôt sympa. Il y a des personnes qui sont restées des amis et qui nous ont vachement accompagnés, alors que on était un peu les gamins, quoi. Donc on jouait pas très bien, on comprenait pas trop plein de choses. Ouais, est-ce qu'on peut dire quand même que les règles de Magic sont pas si évidentes que ça? Et bon, alors aujourd'hui, tu l'as dit, il y a Arena et il y a des tutoriels qui sont faits pour aider à comprendre, mais j'ai quand même l'impression que c'est le type de jeu où c'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui connaît déjà bien le jeu et qui va t'expliquer quand même concrètement le b.a.-ba de comment ça marche, notamment tout ce qui est... Moi, j'ai trouvé que c'était par exemple le fait de comprendre quand est-ce qu'il faut bloquer, pas bloquer, qui est très... en plus, c'est du domaine un peu du feeling, c'est vachement du ressenti, c'est pas des règles, tu peux pas dire c'est tel critère, j'applique, avec vraiment, vraiment matériel, il y a une grosse part de ressenti, d'appréciation, de jugement, et que tu ne peux acquérir qu'en fait qu'en jouant de plus en plus, mais c'est bien d'être accompagné. Ouais, à fond, à la fois sur la compréhension globale des règles,
où le jeu de départ est assez accessible. Il n'y a pas tant de règles que ça. Pour quelqu'un qui joue à des jeux de société, c'est OK. Mais Magic a 35 ans de création de cartes avec à chaque fois des nouveaux concepts. Donc tout regarder d'un coup est clairement overwhelming et c'est impossible de tout comprendre dès le départ. C'est aussi un jeu qui a 35 ans, donc qui a pas mal de défauts de game design sur la présence de petites règles. Moi, je suis pas spécialement choqué par le système de mana qui est souvent décrié en termes de modernité. Moi, j'aime bien ce côté, des fois ça marche pas et des fois ça marche. Mais donc, juste pour expliquer, le mana, c'est qu'on doit poser des cartes terrain qui ont des couleurs souvent et en fait qui vont nous permettre ensuite de poser nos cartes. Mais à chaque fois qu'on veut poser une carte, il faut qu'on tape un mana. Et forcément, plus les tours vont avancer, plus on va pouvoir poser en théorie des terrains et donc de plus en plus de cartes ou des cartes de plus en plus fortes, quoi. Et Magic est un peu décrit par le système qui est aléatoire. Il y a des cartes qui produisent du mana et des cartes qui n'en produisent pas. Et si on n'en a pas pendant toute une partie, cette partie elle est gâchée, on peut pas faire grand chose. Qui est effectivement un élément qui crée des parties désagréables, mais qui crée toute la beauté du deck building et de la prise de risque que moi j'aime bien. Est-ce que je joue un deck très très stable avec beaucoup de terrain qui me permet d'avoir une assez forte probabilité de réussir à avoir 6 mana tour 6, ou est-ce que je joue un deck où il y en a pas beaucoup, donc je joue plus de bonnes cartes, mais je prends le risque des fois de me faire un peu avoir par le système de jeu. Et moi cette dichotomie je la trouve aujourd'hui encore très très intéressante, mais comme elle est très frustrante, elle est souvent décriée. Mais ça c'est un truc qui me choque pas en termes de game design. Par contre il y a plein de petites règles un peu complexes et un peu héritées au fur et à mesure qui elles peuvent être un peu perturbantes au départ. Il y a aussi, si on reparle un peu dans les grands aspects, c'est vrai que les cartes elles ont des valeurs d'attaque, etc. Mais moi ce que je note c'est que c'est aussi un jeu où les cartes elles ont certes un coût par exemple pour les poser, mais en réalité leur valeur d'usage, leur utilité dans le jeu, elle va vraiment dépendre de toutes les situations. Et c'est ça qui est assez beau, c'est que tu as des cartes qui ont une valeur théorique et ensuite il se trouve qu'en jeu elles ont une valeur réelle qui va dépendre du moment où tu la joues, de l'effet qu'elles vont pouvoir procurer. Et qui est vraiment, du coup, c'est vraiment un jeu de tempo parce que ça t'apprend à jouer avec à vivre avec ton jeu, à respirer en même temps que le jeu. Ce qui fait que t'as aussi des ascenseurs émotionnels qui peuvent être très forts quand tu joues à Magic. Ouais, je suis d'accord. Et t'as raison sur la notion de tempo. C'est une course. Le but, c'est de baisser les points de vie de son adversaire le premier ou la première. Et ça, c'est un des trucs qu'on apprend un peu. Tu l'évoquais un peu. Et moi, je pense, une des choses qui fait que j'adore Magic, c'est j'ai beaucoup joué et j'ai beaucoup théorisé Magic, beaucoup discuté avec des copains au moment où c'était une partie importante de ma vie et des copines d'ailleurs. Et donc, il y a un truc j'ai appris et j'ai de la connaissance stratégique, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des jeux, parce que même quand je les aime bien, je fais rarement plus de 10-15 parties. Donc, il n'y a pas un moment où je vais être dans une voiture et pendant 4 heures, on va parler que de Dune Imperium en disant « Non, mais regarde, là, si tu fais ça, il faut faire ça parce qu'il y a ça. » Ce que j'ai fait des centaines de fois dans Magic. Et cette notion de course, elle est hyper importante et c'est une des premières leçons qu'on apprend un peu de attention, là, est-ce que tu gagnes la course ? Est-ce que tu es en train de la perdre ? Est-ce qu'il faut investir plus de ressources pour rattraper cette course ? Est-ce qu'il faut être plutôt dans je vais essayer de te bloquer pour que toi tu la gagnes pas? Et il y a un truc le jeu est fascinant dans de multiples aspects. D'autant qu'aujourd'hui moi je joue principalement plus en compétition. Je suis parti. Tu fais plus du tout de tournoi? Non, plus du tout. T'as été arbitre aussi, il me semble. J'ai été arbitre, ouais, tout à fait. Il me semble que c'est ce que tu m'avais dit la première fois qu'on a discuté ensemble pour une interview. Ouais, ça a été une part vraiment importante de ma vie, de mes 17 ans. Je pense que je dois passer mon test d'arbitrage. Donc il y a plusieurs niveaux d'arbitrage à Magic. L'idée étant que ça a un peu changé, mais à l'époque, il y avait un test pour passer niveau 1. Il y avait un questionnaire pour passer niveau 0, ce qui était très facile. Et à partir de ce moment-là, tu pouvais globalement aider un peu dans les boutiques de jeux quand il y avait des questions de règles. Il y avait un test pour passer niveau 1 qui était un petit peu costaud, mais ça va, qui permettait derrière d'arbitrer des petits tournois. Et moi, j'ai passé le test pour passer niveau 2, qui était un gros test. Je le passe l'année de mon bac et j'ai plus révisé que pour mon bac. Qui permettait d'arbitrer des tournois internationaux et de arbitrer en chef des tournois de taille moyenne. J'ai notamment, grâce à ça, été head judge, donc arbitre en chef de la Coupe de France Commander, à un moment où ça a été le plus gros tournoi dans le format de l'histoire du format. Ça n'a pas duré très longtemps, mais pendant 3-4 mois, on a eu ce record-là. Et ça prend une part monumentale de ma vie à ce moment-là. Je vis Magic, je pense Magic. Tous les week-ends, je vais faire des tournois un peu partout. Et est-ce que tu penses que ça fait partie, si tu l'as choisi, c'est sûr, c'est un des jeux qui t'a influencé. Tu penses que dans lesquelles de tes créations tu penses que tu retrouves ça le plus? C'est vraiment, j'ai pas réfléchi sous ce prisme-là, mais plein. Typiquement Sea of Clouds, mon deuxième jeu. Shinobi Wata un peu aussi d'ailleurs, mais un poil moins, qui est plus inspiré du Mahjong et du Rami sur sa ligne de départ. Mais Sea of Clouds c'est inspiré d'une variante de draft de Magic du cube, qui est une pile de bonnes cartes qu'on va créer pour la drafter par la suite, que je vois en tournoi, et je me dis c'est trop bien cette manière de drafter. Je la garde en tête et à un moment je me dis comment est-ce que je peux
à partir des contraintes de Magic qui sont différentes des contraintes d'un jeu de société, créer un jeu dans lequel cette méca de draft peut être aussi brillante. L'idée n'est pas d'être aussi brillant que Magic, mais ou au moins elle peut briller en tout cas. Et arrive Sea of Clouds. Mais par la suite, je pense que plein de mes jeux, dès qu'il y a des cartes, dès qu'il y a un peu des combos, c'est des trucs où Magic va avoir une influence, c'est certain. Et moi, je regarde pas mal au niveau à la fois sur des inspirations, des modes de jeu différents créés par l'équipe officielle de Magic, mais aussi créés par les fans de Magic, sur ok, bah tiens, on peut jouer comme ça en empereur, on est en 3 contre 3 et il y a quelqu'un qu'il faut battre, mais il y a ces 2 gardes du corps. En pentacle, on joue à 5, et il y a plein de trucs où au final c'est des jeux, et il y a plein de petites choses qui peuvent être inspirantes. Et le dernier truc, c'est les cartes en elles-mêmes ont des fois des vrais éclairs de génie en termes de game design. Et en regardant parfois une carte, je me dis, oh, j'aime bien cette méca qu'ils ont réussi à créer sur une seule carte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à en faire pour en faire un jeu complet? Et est-ce que toi, justement, aussi t'aimes, tu disais quand on ouvre des cartes, quand on regarde des cartes, quand on regarde les effets, on a ce plaisir de lire, de découvrir des effets assez... Est-ce que toi, t'es fan aussi de tous ces jeux où on a des effets très puissants? Parce que parfois, on se plaint que t'as des jeux où tout est très lisse et très équilibré. Alors qu'en vrai, souvent, ce qu'on aime, c'est avoir des effets très qui peuvent changer le tournant du jeu, très puissants, très violents. Parce qu'en fait, c'est ça qui crée aussi les sensations très fortes. Et en réalité, on joue beaucoup pour ressentir des vraies sensations plutôt que des trucs très lisses et très peut-être trop bien, trop équilibrés, quoi. Clairement. Moi, c'est un truc où je sens que je suis en contre-courant du marché et des tendances. J'aime pas trop Acropolis pour ça, j'aime pas trop Faroe pour ça, j'aime pas Splendor pour ça. Il y a un truc c'est des jeux qui sont brillants sur plein d'aspects, mais qui effectivement m'apportent peu d'émotion parce que la courbe d'émotion au cours de la partie, elle est assez stable. Là où moi j'adore l'aléatoire, j'adore les moments où il y a des gros effets complètement fous, mais sans que les jeux soient fondamentalement déséquilibrés. Mais je suis pas contre un léger déséquilibre pour que les jeux amènent des choses chouettes. Et j'adore ce que t'évoques un peu en fait, si tous les effets ils sont hyper forts, il y a aucun effet qui est hyper fort. Le parangon de ça pour moi, c'est le voyage de Marco Polo, qui installe d'abord des mécaniques de jeu. On fait des enchères avec des dés très simples, pas si simples que ça, mais vraiment très bien. Et derrière, donne des personnages à chaque joueuse. Oui. Et ces personnages, ils cassent le jeu. Et à chaque fois, tu regardes ton personnage, tu fais mais c'est beaucoup trop fort, en fait, je vais gagner grâce à ça. Mais tu regardes le personnage de ton voisin ou de ta voisine, tu fais il est aussi très très fort. Et c'est vraiment du niveau au lieu de lancer les dés, je choisis leur face, quoi. Et vraiment, ça, c'est un exemple. J'aurais presque pu m'en servir, mais je joue jamais au voyage de Marco Polo. Mais Magic en est un aussi sur ce côté en fait, je veux à un moment regarder des choses et me dire trop bien. Et je pense qu'on en parlait aussi avec Bruno Veduti, mais c'est aussi Rencontre Cosmique qui est un des premiers jeux à donner cette tendance-là, en fait, d'avoir des jeux avec des cartes avec des effets très très violents d'ailleurs, souvent les joueurs et les joueuses qui aiment beaucoup le contrôle et qui n'aiment pas le hasard vont décrier parce qu'ils considèrent que ça casse le jeu, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, quand on en parlait à Étourvi et sur les jeux auxquels j'ai eu envie de jouer, et il y a un des jeux que j'ai joué 2 fois là. Moi, dans les derniers jeux experts que j'ai adoré, c'est Dune Imperium, où les cartes intrigues amènent ce plaisir-là. Et je sais que des gens les détestent. Moi, ce moment où tu pioches ta carte et t'es genre, allez, si j'ai le bon truc au bon moment. Et moi, qui m'apporte pas d'inconfort, si jamais c'est toi qui la pioches et t'as gagné grâce à ça, trop la chance, c'était trop bien. Oui. Et j'adore Terraforming Mars. Et Terraforming Mars, pareil, il y a 1000 cartes partout, elles font toutes des effets. Et j'aime cette sensation proche de l'ouverture du booster d'une certaine manière, tu regardes ta main et tu fais, j'ai eu ça, trop bien. Ouais. Et ça, moi, c'est important pour moi en termes d'émotion. Oui. Ok. Alors, on va passer ensuite au deuxième jeu que tu as choisi. Ouais. Pas trop, qui est un autre jeu, mais complètement différent en termes de, je pense, de sensations et puis de mécanique et aussi qui est un autre pan d'histoire du jeu, c'est Ghost Stories. Ouais. Un jeu d'un certain Antoine Boza, sorti en 2008, illustré par Pierrot et sorti chez Repos Prod, qui a été rethématisé en Last Bastion. Tu as aimé Last Bastion? Absolument pas, non. Bon, ok. Moi, je suis pas une fan en général des rethématisations de jeux ou ressorties de jeux avec des rethématisations. Et là, j'aime bien ce que Antoine en a fait. Mécaniquement, il y a un vrai truc ces Ghost Stories en version retravaillée et tous les petits points de règle qui sont légers mais changent vraiment tout. Et sur ça, c'est assez inspirant même Antoine Boza, qui est quelqu'un d'extraordinairement fort, en 2008, il fait toujours des erreurs. Et en 2020, je pense, en Last Bastion, 2019, 12 ans plus tard, il peut se dire « Attends, je change ça. » Et en changeant 4 trucs, tu fais « C'est tellement mieux. » Mais effectivement, moi, j'aime Ghost Stories pour son univers et son thème. Et je pense aussi qu'il avait un thème plus original que du Medfan. Donc, c'est un jeu coopératif dans lequel on incarne des moines taoïstes. Et donc, on va se battre contre des démons. Ouais, des fantômes chinois. Des fantômes chinois, et à la fin, on affronte un grand méchant. Et Wu Feng. C'est donc un jeu coopératif
il arrive chronologiquement après Pandémie. Ouais. Après les Chevaliers de la Table Ronde et surtout le premier grand jeu moderne, c'est le Seigneur des Anneaux de Knizia, ouais, qui est probablement le jeu qui a inspiré après tout un pan du jeu coop dans ce style-là. Enfin, on sait que Matt Leacock dit que c'est son inspiration pour Pandémie, etc. Ghost Stories s'inscrit dans cette veine. Quand tu découvres Ghost Stories, tu avais déjà joué à Pandémie ou à ces autres jeux-là, ou c'est un des premiers coop de ce style que tu découvres? C'est même un des premiers jeux de société contemporains auxquels je joue, je pense. Accompagné par, qui aurait presque pu être mon choix, mais Aurora Arkham, mais dont je garde un souvenir un peu moins fort, un peu moins vivide. Mais en gros, et tout est lié, puisque moi je déménage à Poitiers, donc je viens de la campagne à côté de Poitiers, et je déménage à Poitiers pour mes études, j'ai mon premier vrai appart, et il est pas loin de la boutique de jeux, où je vais jouer à Magic tous les vendredis, parce qu'il y a un système de tournoi très sympa qui s'appelle les Friday Night Magic. Tous les vendredis, il y a un petit tournoi sans grands enjeux, mais c'est l'occasion de voir les copains, les copines et de jouer. Puis très vite, je sympathise avec Benjamin, le gérant du labo de Merlin, la boutique en question, et qui me dit, mais en fait, tu fais des jeux de société? Je suis un peu genre, bah non, je joue à Magic et à Magic. En bon magicien, je ne fais que ça. Et il commence à m'ouvrir des portes et à me faire jouer à plein de choses. Entre autres, donc Aurora Arkham à un moment. Entre autres, Seven Wonders, dont on parlera un peu plus loin, spoiler alerte. Mais aussi Ghost Stories. Et Ghost Stories, moi, c'est la claque énorme, quoi. Notamment parce que c'est un coop hyper dur. Ah oui, c'est très très dur. Et je n'ai jamais gagné. Moi, j'ai fait des dizaines de parties avant de gagner, mais il y avait un truc à un moment, ça a été notre jeu auquel, dès qu'on se voyait avec un groupe de potes, on jouait à Ghost Stories, quoi qu'il arrive, parce qu'on voulait gagner ce putain de jeu à un moment ou à un autre. Et on en a chié, mais des ronds et des ronds pendant des semaines et des semaines, mais c'était un objectif très fort, quoi. On est d'accord que c'est un jeu où ça fait partie des jeux où il y a une grosse courbe d'apprentissage. Ouais. Et en fait, il faut y jouer peut-être idéalement avec le même groupe de joueuses régulièrement pour pouvoir en mettre en place, tester les stratégies et voir ce qui fonctionne. Et gérer aussi, parce qu'il y a une partie d'aléatoire dans ce qui sort, bien sûr. Ouais, tout à fait. Il y a une courbe d'apprentissage déjà parce que c'est un jeu sorti en 2008 où les différents acteurs et actrices autour n'étaient pas encore au sommet de leur carrière, donc il faut comprendre les règles qui sont vraiment pas très bien rédigées. Et peut-être que les jeux étaient plus durs aussi avec les joueurs et les joueuses. Ouais, clairement, il y a un truc de... On note ça quand même. Ouais, et il y a... nous, on a peur quand on fait The Loop, qui est mon jeu le plus inspiré de Ghost Stories, et aussi inspiré par Rebond, donc c'est un jeu que je co-signe avec Maxime Rambourg, qui est aussi inspiré par Rebond, par Big Book of Madness de Maxime seul, qui lui-même est inspiré de Ghost Stories, donc tout est bouclé. Mais quand on bosse sur The Loop, nous, on est hyper content de se dire on propose une expérience coopérative dure où il y a plusieurs modes de difficulté, mais gagner le premier mode, ça va déjà être coton. Et quand ça sort, on flippe de ouf. Parce que effectivement, la tendance du marché a évolué et que les joueuses ont tendance à être plus brossées dans le sens du poil par les maisons d'édition, dans le vous êtes super, vous êtes fort et forte et vous allez tout gagner tout le temps. Ce que j'adore dans les jeux compétitifs, paradoxalement, moi j'adore que les jeux compétitifs me valorisent et me fassent gagner des trucs. Je suis pas trop dans cette tendance frustration max et de j'ai fait ça qui m'a fait ça et 3 tours plus tard j'ai fait ça qui m'a fait ça pour gagner un point. Chiant quoi. J'ai envie que donnez-moi des cadeaux en fait, c'est ça que j'aime bien. Après c'est un équilibre entre frustration et gratification. Il faut que ta gratification elle soit à la hauteur de la frustration que tu as éprouvée, quoi. C'est exactement ça. Et moi je suis plutôt du côté grosse gratification que grosse frustration de la force en compétitif. Là où en coopératif, je veux en chier des ronds, quoi. Je veux que chaque moment on soit valorisé par le jeu. C'est parce que on s'est donné à fond. Parce que j'adore ce sentiment de quand j'ai gagné ma première partie de Ghost Stories, on était sensiblement ému. Il y a un truc vraiment fort, quoi. Tu tapes dans la main. Tu t'en souviens encore? Content, il y a un truc du souvenir. Marquant. En fait, de la création de souvenirs mémorables dans le jeu. Qui est probablement un des trucs super importants qu'on recherche, quoi. Ouais, je pense que c'est ce qu'on recherche tous et toutes, et donc c'est hyper fort sur ça. Et c'est une belle leçon, je trouve aussi, de ce que tu évoquais, de l'équilibre du hasard contre la compétence dans le jeu. N'hésitez pas à chercher, il y a une très belle conférence, je t'enverrai le lien si tu veux, de Garfield dans une croisière, très très mal filmée sur YouTube, avec un son dégueulasse mais passionnante, qui s'appelle Luck versus Skill in Board Games, où il évoque un peu ça, pas en parlant de Ghost Stories, mais en parlant de plein d'autres jeux, Ghost Stories, pour moi, c'est pile le bon équilibre entre des fois tu perds parce que t'as pas eu de chance, mais globalement, si t'es meilleur, tu vas gagner. Mais il y a toujours ce petit suspense. Et le fait de lancer des dés, d'avoir ce truc, et donc de jusqu'au bout, on est tendu, moi, ça marche en fait. Et je me fais très vite avoir par ce genre de ressort ludique, mais à la fin, moi, je suis debout, on lance les dés, et si on fait 3 résultats, on a gagné, c'est improbable, mais on sait jamais, donc je suis à fond. Ou à la fin, je suis debout, on lance les dés, si on fait une face rouge sur 5 dés, on a gagné, on devrait la faire, mais je suis debout et stressé de vas-y, lance les dés. Et j'adore ces moments-là, quoi. Du coup, c'est ton premier jeu coop auquel tu joues, j'imagine? Je pense que c'est après Aurora Arkham, quand même. Ouais, après Aurora Arkham. Mais c'est dans les premiers, qui peut-être, qui fonctionne un peu différemment, je pense, en termes de mécanique.
Il y a plus ce côté de moi on me le vend à l'époque sur tu vas voir, ça dure 5 heures, c'est génial, il y en a partout, ça déborde. Et je me souviens qu'on avait une sorte de fierté après avec les copains et les copines de tu viens jouer à la maison, on joue à Horror Arkham, ça va nous prendre toute la journée, on va faire des stands. Et on perdra à la fin. On perdra à la fin, mais regarde, c'est génial. Cette carte, elle fait quoi? Je sais pas, je comprends rien, mais vas-y, on dit que ça fait ça. Et mais après, Ghost Stories prend tout de suite plus de place. Ok. Et tu es resté fan de jeux coop? Ouais. Je pense que c'est les jeux auxquels je joue le plus. La tendance du marché et l'évolution fait que, presque un jeu de mots, mais je joue plus au coop Legacy ou évolutif. Avec énormément de plaisir et qui m'amène ce plaisir-là de il se passe des choses, on a des émotions, on s'en souvient. Mais globalement, moi, c'est souvent les jeux que je préfère. Ok, tu parlais tout à l'heure de The Loop, c'est évident qu'on voit la filiation entre Ghost Stories, tant au niveau mécanique parce que c'est un coop comme ça et aussi parce que on a l'impression aussi que le méchant dans The Loop, il est très inspiré du méchant de Ghost Stories. Enfin, il y a on voit bien les inspirations aussi thématiques presque. Qu'est-ce que tu avais envie de faire de différent par contre dans The Loop? Je sais que Maxime disait l'histoire des petits cubes qui tombent, on pouvait le faire avec des dés, mais ça change tout en termes de mise en scène du jeu. Il y a beaucoup de scénographie, beaucoup de thématiques dans The Loop, qui a été très vite très important. Il y a la partie un peu jeu de cartes à combo, donc là on rejoint un peu Magic, mais il y a cet aspect-là qui est de bien jouer ses cartes, qui est assez différent. Et on a envie de créer un univers, pas dès le départ, mais dès que c'est signé par Catch Up. Ce qui est une des belles histoires sur ce jeu. Donc c'est Catch Up Games qui l'édite. C'est illustré par Simon Caruso. Et c'est Sébastien Kim qui va être notre chef de projet et qui va gérer tout ça. Et on arrive avec Max, avec un coop où globalement on a mis des blagues dans les cartes. Il y a un peu des conneries parce que avec Max on s'entend très bien. Et t'as mis une petite blague, ça me fait rire, mais ça va jamais rester. Et Catch Up nous dit c'est parti, nous on est chaud, on veut qu'il y ait des blagues. C'est Simon qui va l'illustrer, ça va être hyper bizarre mais hyper chouette. Et ça nous amène à imaginer le jeu un peu différemment de ce qu'on aurait fait autrement. Est-ce que c'est... Enfin, je sais pas comment tu le vis par rapport à toutes tes créations, mais est-ce que c'est un des jeux dont tu es le plus fier aujourd'hui? J'ai un peu du mal avec qui représente quelque chose de vraiment très fort pour toi? Ouais, ça plus. J'ai un peu du mal avec la notion de fierté, parce que je suis assez mal à l'aise avec le truc. Je crois que j'arrive pas à bien exprimer quand je suis fier de ce que je fais, et donc souvent je suis un peu genre, peut-être, je sais pas, j'ose pas. En fait, ça peut être aussi un des jeux dans lequel tu as réussi à aller le plus loin dans l'idée que tu avais. Et aussi parce qu'on sait très bien que quand on se doute bien que les éditeurs, ils peuvent aussi dire non, ça on veut pas, ça, on veut pas tel thème, non, ça on préférerait ça. Peut-être que c'est aussi un jeu où tu as eu plus de la liberté, vous avez eu la liberté en tant qu'auteur, Maxime et toi, de faire le plus que vous aviez envie de faire, quoi. Ouais, très clairement. C'est aussi un jeu qui m'apporte beaucoup de joie quand j'y pense parce qu'il y a des belles histoires d'amitié. J'étais déjà assez pote avec Max, mais c'est un jeu où on se rencontre encore un peu plus. Avec Catch Up, Sébastien, c'est la relation éditoriale, elle est merveilleuse. Simon, pareil, il y a eu un truc très très fort. Et c'est un jeu qui correspond effectivement pas mal à la typologie de jeu auquel j'aime bien jouer. Là où je fais des créations très diverses et différentes. J'aime toujours plutôt bien mes jeux. J'ai pas tout le temps envie d'y jouer. Et fondamentalement, je joue pas beaucoup à mon premier jeu de Papa Fourmi. Un coop pour les 3 ans, je suis content de ce que j'ai fait, je trouve que le jeu est bon, mais j'ai pas envie d'y jouer. Tu ne refais pas Détective Charlie? Avec des enfants qui le découvrent, avec plaisir, mais dans l'absolu, non. Oui, bien sûr, non, je plaisante. Je rejoue pas spécialement à Sea Salt and Pepper. Là où je pense que plein de gens l'adorent, c'est un jeu qui est bien plébiscité, c'est pas complètement ma came de jeu, d'autant que si j'ai le choix entre des fois des jeux qui pourraient me plaire un peu moins mais qui sont pas les miens, je préfère jouer aux jeux des autres, ça me plaît plus. Donc t'es pas comme Knizia qui dit qu'il ne joue pas aux jeux des autres. Ouais, non, moi c'est vraiment plutôt l'inverse. Et je rejoue pas à The Loop dans l'absolu. Tu vois, j'ai pas fait de partie depuis 2 ans, je pense, et je me dis pas, vas-y, on fait un cop ce soir, hein, on a qu'à jouer à The Loop. Mais à chaque fois que j'y ai rejoué, je me suis dit, putain, je m'amuse, c'est cool, quoi, je suis content, quoi. Il y a un truc il y a peut-être une part de fierté que je peux mieux assumer, mais il y a un truc de quand j'y joue, je me dis, on a bien bossé, c'est chouette, quoi. Du coup, un peu de tristesse sur le fait que le jeu est aujourd'hui d'ores et déjà un peu enterré, un peu oublié. Là, maintenant, les ventes sont pratiquement inexistantes. Je pense que on va finir le tirage actuel et c'est un jeu qui a eu une belle vie, mais je pense que... Tu penses pas retravailler dessus pour lui redonner un second souffle ou... Ça sera à l'appréciation de Catch Up, mais il y a ce truc avec Catch Up, pourquoi pas récupérer les droits et le re-signer peut-être dans 10 ans. Mais c'est dans 10 ans. Après, c'est vrai que comme le COP, je trouve que c'est un type de jeu dans lequel il y a eu tellement d'évolution en très peu de temps. Et on voit bien qu'entre les premiers coop, ceux des années 2000, et puis ce qu'on nous propose aujourd'hui, il y a clairement... parfois même on joue, on se dit ça c'est vraiment du coop old school. Ouais. Alors on peut aimer toujours ça en tant que joueur et joueuse, mais on voit bien que c'est pas ce qui est proposé majoritairement sur le marché, notamment parce qu'il y a aussi des personnes qui découvrent le jeu et qui n'ont pas forcément l'envie qui sont pas habitués à en chier comme dans les vieux coop. Clairement.
Le rêve absolu, c'est faire The Loop Legacy. Mm. Ouais, c'est pas un projet, c'est pas un teasing. En aucun cas, vraiment, il n'y a rien sur la table et je pense pas que ça arrivera parce que c'est plus facile de faire un Pandemic Legacy quand ils ont vendu des millions qu'un The Loop Legacy quand on a vendu quelques dizaines de milliers. Mais grave, ça serait le rêve absolu. Ok. Alors, on va passer au jeu suivant. Ouais. Seven Wonders, c'est un jeu d'un certain Antoine Boza, toujours lui, mais c'est incroyable. Illustré par Miguel Combra et également chez Repos Prod. Waouh. C'est fou, ça. Ils ont fait des trucs, ces gens-là. Ils devraient en parler ils devraient vendre leur entreprise à Asmodée. Clairement, ils pourraient être riches, je crois. Donc Seven Wonders, c'est un jeu de draft dans lequel on va drafter des cartes qu'on va récupérer. Alors c'est dans un monde de l'Antiquité et le but, c'est, en fait, les cartes qu'on va récupérer, on va les poser devant nous. Elles vont nous apporter des ressources, mais en fait des ressources permanentes qu'on va pouvoir utiliser et garder à chaque tour. Et le but, c'est de construire des bâtiments. Si on peut construire nos merveilles et puis ainsi engranger des points. Je pense que j'ai à peu près résumé. Ouais, ça serait voilà. C'est bien. Je pense que c'est un jeu que tout le monde connaît. Pour le coup, c'est un énorme jeu qui, dans le genre de jeu qui est même, on trouve chez des gens qui ne sont pas forcément joueurs et joueuses, qui est très connu, qui a été décliné avec beaucoup d'extensions, avec un mode duel, avec Seven Wonders Architect, etc. Donc il y a vraiment toujours des déclinaisons. Toi, tu le découvres à sa sortie ou? Je pense pas. Non, même je suis sûr à sa sortie. Je crois pas, pardon, j'essaie de réfléchir, mais non, à mon avis, je le découvre un peu après. Ouais. Pareil, même trajectoire que Ghost Stories, boutique de jeux, tournoi de Magic, on en parle un peu avec des copains. Ah bah t'as joué à Seven Wonders? Non, je joue pas trop aux jeux de société. Vas-y, joue, tu verras. Je fais une première partie catastrophique. Vraiment, je trouve ça horrible. On m'explique mal les règles. Je me dis, pourquoi je jouerais à ce truc? Vraiment atroce. Et puis, bah t'as raison de le souligner, c'est comme Asmodée aime le dire, un moderne classique. Un jeu qui prend une place sur le paysage ludique, donc tu peux pas passer à côté. Et donc j'ai une opportunité de jouer, je joue et là c'est vraiment la baffe totale, quoi. Qu'est-ce qui te bluffe quand tu rejoues la deuxième fois? C'est la phase de draft, la façon dont les ressources sont exploitées, c'est le fait aussi qu'il y ait très peu de downtime dans le jeu, parce que ça c'est aussi je pense que c'est une de ses grandes forces, c'est qu'en plus quel que soit le nombre de joueuses autour de la table, on reste dans le même temps de partie. Un truc qui se joue de 2 à 7 joueuses en 30-35 minutes tout le temps, c'est exceptionnel, quoi. Mais ça, je crois que je m'en rends pas complètement compte parce que j'ai pas assez de culture ludique pour me dire le simultané et tout, là ça met un rythme qui est vraiment bien. Et à ce moment-là, moi j'ai pas encore commencé à designer des jeux, je suis vraiment joueur. Et je pense que la claque elle est pas pragmatique, c'est vraiment je joue et je me dis je m'amuse en fait, quoi, et je veux jouer à ça tous les jours de ma vie en fait, pour toujours, quoi. Et j'enchaîne les parties. C'est sûr que c'est pas à la sortie parce que j'achète très vite la première extension, Leaders, qui est exceptionnellement bien designée aussi. Et vraiment, il y a un moment où ça prend une part. Je pense que avec Elodie, ma conjointe, on y joue pratiquement tous les jours avec la Cité Franche, la Véranda 2 que personne n'aime à part nous deux, je crois. Mais moi, je l'aime vraiment bien. On y joue avec des potes, on fait des stats, on y joue tout le temps. Et là, il y a aussi de nouveau une certaine forme de technicité dans Seven Wonders. Quand on a l'habitude, on peut être meilleur autour de la table que les autres. Et en même temps suffisamment d'aléatoire, parce que ça reste un jeu de draft avec des cartes, et donc on peut ouvrir des mains nulles, il y a des guildes qui sont meilleures que d'autres, et elles sont mises aléatoirement dans la partie. Et mais ça suffit pour se dire, t'as fini, tu te dis, non mais j'ai gagné parce que j'ai été meilleur, on en refait une. J'ai perdu mais j'ai pas eu de chance, vas-y, on en refait une. Et cette sensation-là, moi je l'adore, et le jeu est, je trouve, pratiquement parfait sur tous les points en fait. Je suis étonné de son succès populaire, parce que je le trouve pas facile d'accès sur plein d'aspects, notamment le truc que tu évoquais qui est la non-palpabilité des ressources. Ouais. Elles sont impalpables, on les a, on les file. C'est pas évident du coup de se projeter. C'est hyper dur. Les premières fois en fait, si t'es pas habitué. Ouais. Et ouais, Seven Wonders, c'est mon jeu préféré pendant très longtemps. Et même aujourd'hui, quand on me dit c'est quoi ton jeu préf, je réponds Seven Wonders, alors que j'y ai pas joué depuis 1 an et demi, je pense. Mais ça reste un jeu très marquant. Et c'est marrant parce que je le pensais pas quand je t'envoie la liste, mais c'est de nouveau un jeu de reproduction qui devient, je pense, à ce moment-là un peu ma maison d'édition préf. Aussi parce que Time's Up c'est formidable, un peu après Concept c'est très fort. Il y a un truc de Cash and Gun, c'est un de mes jeux préf aussi. Et je me dis, tous ces jeux ils sont super. Et ce qui fait que quand Repos me propose de rejoindre leur équipe des années après, la question. Oui, tu fonces. Ouais. Moi, je suis encore elle est vite répondue, comme on dit. Moi, je suis encore en période d'essai chez Yokai Baitsumi à ce moment-là, et je suis presque navré de leur dire, pardon, je suis désolé, je vais partir. C'est pas que ça se passe mal, mais en fait, là, il y a le boss de fin de niveau qui m'a appelé pour me dire, coucou, tu veux venir? Si je dis non, je m'en voudrais toute ma vie, quoi. Il y a pas moyen. Et je déménage, je change. Vraiment, il y a un truc de gros changement de vie parce que c'est Repos Prod, quoi. Beaucoup d'estime pour leur travail. Je connaissais un peu de visu à ce moment-là, Cédric Comon et Thomas Provost. Beaucoup d'estime pour leur travail en tant qu'humain aussi. Je pense que Thomas Provost, j'ai moins eu l'occasion de travailler avec Cédric, mais Thomas Provost, je pense que c'est
un des meilleurs développeurs de jeux de l'histoire des jeux de société contemporains. Oui, il explique, quand je l'avais interviewé, il explique bien comment lui, sa vision de ce que c'est être éditeur et de tester et challenger tous les points du jeu. Et il fait ça hyper bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ça. De se questionner, et qui sont pas terribles. Thomas, il le fait avec une intelligence et en étant brillant, mais comme c'est pas donné, quoi, beaucoup trop de talent. Et donc, grand plaisir de rejoindre cette équipe à ce moment-là et de travailler, entre autres, sur des projets connexes. J'ai eu l'occasion de bosser sur l'extension Team Spirit de Cash and Gun et sur l'extension Panthéon de Seven Wonders Duel, en tant qu'assistant éditorial, en aucun cas sur le game design, même si ça fait un peu partie du boulot. Et trop bien, il y a un truc de pardon, je bosse avec les meilleurs là, c'est exceptionnel. Tu penses que Seven Wonders t'a inspiré dans des jeux que tu as créés? Je réfléchis si j'ai des exemples concrets. Oui, en fait, Draftosaurus par exemple. Bon, c'est aussi avec Antoine, donc Antoine s'auto-inspire de Seven Wonders, mais c'est difficile aujourd'hui de pas penser quand tu bosses sur un jeu de draft à Seven Wonders d'un moment ou à un autre. Parce qu'il l'a beaucoup popularisé, en fait, il l'a rendu. Et d'ailleurs, je pense que c'est là aussi on voit que maintenant, on dit draft, on sait ce qu'on va faire, on n'a même plus trop. En principe, si on a l'habitude de jouer, on sait qu'on n'a plus besoin d'expliquer. C'est vrai que c'est pas une méca qu'on draft deck building, c'est des trucs qu'on a moins besoin d'expliquer maintenant, c'est assez agréable. Et en fait, je pense que ça m'inspire sur les notions de rythme. Aussi parce que je connais bien Antoine et donc j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec lui sur le game design. Il m'a appris énormément de choses et je vais pas refaire l'éloge d'Antoine, mais personne hyper inspirante, hyper gentille et hyper dans la transmission de connaissances. Et en fait, Antoine, il réfléchit pas mal les jeux en termes de rythme. Et moi, c'est un truc qu'aujourd'hui je fais énormément, c'est de se dire Seven Wonders, au-delà de tout le reste qui est brillant, ce que j'aime, c'est son rythme de jeu. On n'attend pas, ça va vite, le comptage des points, il est assez ludique et assez sympa, on remplit des petits trucs et il se passe un truc à la fin, il y a un peu de suspense, il se passe des choses. Vraiment, je trouve que le jeu est hyper calibré pour ça. Et moi aujourd'hui, les jeux que je préfère, c'est ceux qui ont un bon rythme, des fois même au détriment de leur mécanique ludique, quoi. Je préfère un jeu où j'attends pas, où je m'ennuie pas et où je suis tout le temps un peu actif et il se passe des trucs, qu'un jeu un peu meilleur mais où mon tour il est super mais toutes les 5 minutes bof, en fait, quoi, ça me plaît moins. Mais je trouve qu'il y a aussi, on a l'impression qu'il y a aussi cette volonté aujourd'hui de trouver des techniques pour réduire les moments de downtime, parce que clairement, c'est peut-être, on a moins de patience, j'ai l'impression, que sur certains types de jeux. Et puis, c'est vrai que, en fait, tu perds aussi une partie du public avec du downtime. Il y a des manières de l'appréhender qui sont plus ou moins réussies, tu vois, là, il y a Dune Imperium qui me revient en partie parce que j'ai joué cette semaine. Mais c'est un jeu où tu fais rien pendant ton tour, pendant le tour des autres, pardon. Mais chacun de tes tours est spectaculaire. Et t'as une excitation qui est si forte pendant le tour des autres de se dire je vais aller là, je vais faire ça, c'est ça mon plan de jeu. Et il n'y a pas 1000 critères qui vont changer, donc tu peux pas te dire ah non, attends, Bidule avant moi il a joué, donc tout a bougé, donc en fait il faut que je refasse mon plan de jeu. Non, t'as ton plan de jeu dans ta tête et tous les tours tu te dis allez, fais pas ça, ok, à toi, allez, ok, ça passe. Oh non, enfin, et tu t'es mis pile là où je voulais, quoi. Et vraiment, il y a un truc hyper fort dans cette sensation-là. Et quand tu fais ton tour, il est pas tout le temps, mais généralement un peu flamboyant. Ce qui fait qu'il y a presque un truc de ok, j'ai fini, c'est à Rexou de jouer. J'ai beaucoup joué avec Rexou qui était à ma gauche. Ok, c'est à Rexou de jouer, je me pose. Ok, je respire un peu, Rexou a fini, ça va remettre à moi, je me remets dedans et le rythme d'excitation est hyper réussi aussi. Le jeu suivant, c'est Fantasy Realms. Ouais. Un jeu qui est sorti en 2017, un jeu de Bruce Glasgow. Alors, il est sorti, il a une histoire un peu éditoriale, un peu bizarre, parce qu'il est sorti d'abord chez WizKids, avec une appli qui, je crois, n'est plus disponible pour compter les points, parce que le comptage des points peut être compliqué. Et puis là, il est ressorti chez Don't Panic. Ouais, il est d'abord sorti une première fois chez Asmodée en français. D'accord. Avec 2 grosses erreurs de traduction. Coucou. Oui, sur le Doppelganger. Sur le Doppelganger et sur le Collector. Oui. Et derrière, le jeu a pas fonctionné spécialement. Il a été récupéré pour la version française par Don't Panic Games, qui, j'ai l'impression, a réussi à en faire un plus gros succès parce que c'est un jeu de succès de bouche à oreille. Et je pense que c'est l'année où Don't Panic le récupère qu'il est nommé au Kennerspiel, qui lui redonne aussi un gros coup de projecteur. Et donc à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il a un peu plus décollé, même si j'ai le sentiment que c'est un gros succès mondial. Je suis pas certain qu'en France, ils en vendent des palettes et des palettes chaque semaine, quoi. Donc c'est un jeu de cartes dans lequel en fait on sait qu'on va avoir, en gros, on va devoir faire une main avec cette carte qu'on va récupérer soit en piochant dans une pioche à face cachée, soit dans une rivière. Ouais. Et sachant aussi que quand la rivière est pleine, la partie peut s'arrêter. En fait, il y a ça. Donc en fait, on temporise aussi. La rivière est très importante de la temporiser si on a besoin. Et ensuite, toutes les cartes ont des effets qui vont se combiner entre eux pour faire le meilleur score possible. Ouais. Et on a vu l'utilisation aussi de mots-clés comme masqué, bonus, malus. Enfin voilà, c'est un jeu super brainy. Un peu. Les premières sont hyper dures en fait. Ouais. Il y a vraiment ce truc de
toutes les cartes sont différentes, le texte il est pas très bien formulé et il appelle d'autres cartes. C'est un des trucs qui est assez brillant, du moins que moi j'adore, mais qui est hyper dur. C'est t'as une carte qui dit elle s'appelle je sais pas Rainstorm et elle me dit plus 30 si jamais j'ai telle carte et telle carte dans ma main. Et au début tu fais pardon, c'est quoi Thunderstorm et c'est quoi des Weather, et vraiment tu comprends rien. La première partie elle est presque absurde tellement c'est débile quoi. Et au fur et à mesure il y a un apprentissage qui est très très fort et qui amène ce truc de les cartes se combinent entre elles, et donc il y a de nouveau cette émotion de la pioche, de dire ok j'ai le King, il va booster mes armées, mais si j'ai la Queen il les booste encore plus. Allez, à chaque tour j'ai envie que quelqu'un défausse la Queen ou que je la pioche, j'ai envie d'y aller, allez on y va, et ça recrée ce truc là de l'attente qui est très 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 bien. En fait il y a de l'aléatoire dans ce que tu pioches, et il y a aussi de la prise de risque, parce qu'à un moment t'es obligé, c'est quand même aussi un jeu de marche forcée, parce que t'es obligé de savoir ce que tu vas garder dans ta main. Parfois, t'es obligé de jeter une carte. Et t'as ce sentiment toujours à chaque... alors, parfois, c'est plus facile que d'autres. Mais il y a quand même beaucoup de moments où t'as l'impression d'abandonner de te fermer des possibilités. Et tu peux avoir de forts regrets ou être récompensé de façon parfois, totalement hasardeuse. Hein. Ouais, c'est un jeu du déchirement. Je te rejoins régulièrement. T'es genre, ah non, je veux pas... Ah, tu le prends en plus, mais non, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est très cool, faut se laisser porter par le jeu. C'est effectivement un jeu où la part de chaos est... hyper importante. Ça a l'avantage d'être... Moi, j'ai beaucoup joué à 2 plus qu'à 6. N'y jouez pas à 6. Il y a une variante 2 joueuses qui est pas indiquée sur la première édition, mais qui est formidable. J'ai beaucoup joué à 2. Vraiment, je pense que j'ai fait 350 parties. Et à 2, ça dure 10 minutes. Donc, cette part d'aléatoire... Tu peux l'accepter, en fait. Ouais, c'est ça me dérange pas. Et des fois, tu fais des espèces de non-parties où tu fais, il y a rien qui s'est mis, mais t'as rigolé. Et des fois, tu fais des parties superbes. Et le moment où on est 2 à faire une partie superbe et on compare les scores et qu'est-ce qui se passe, et où alors on est 2 à faire une partie un peu moyenne, il y a un truc c'est magique en fait. Je suis d'accord avec toi que, moi j'aime pas souvent quand on dit comme critère critère positif sur un jeu, ça va être c'est rapide, ça se joue vite, parce qu'en fait si c'est pas bien, ça reste quand même si c'est que quelques minutes, c'est quelques minutes pas bien. Mais là où c'est un argument, c'est effectivement pour des jeux où t'as peu de maîtrise quand même, où il faut que t'acceptes une part d'aléatoire et de chaos et même d'injustice. Mais quand c'est des parties de 10 minutes, t'as pas ce sentiment d'avoir été floué sur une très longue durée de ta vie, et tu gères beaucoup mieux parce que tu sais que tu peux recommencer et te refaire. L'exemple sur ça, moi je trouve, c'est les jeux de pli. Où un jeu de pli, on fait une seule donne, c'est nul. Parce que l'aléatoire est trop important dans un jeu de pli. Donc si jamais on se dit, vas-y, on fait un jeu de pli, on joue. Alors bien sûr, il y a plein de jeux de pli qui transforment ça. Puis les joueurs et joueuses de jeux de pli, je dirais que c'est faux, que c'est vraiment dans le jeu de pli, la technique, elle est quand même... Oui, clairement, mais des fois, t'ouvres ta main et elle est nulle, et t'es un peu genre, je vais pas m'amuser, quoi. Et en fait, si tu fais une seule main, t'as pas trop rigolé, c'est nul. Mais comme une seule main dans un jeu de pli, généralement, ça prend 3 minutes, et que t'en fais 5 dans la partie, il y a ce moment où t'as ta super main et t'es genre, là, je vais briller, c'est mon moment et ça va être génial. Et ça lisse un peu cette part d'aléa. Ce qui fait que je te rejoins en fait, ça me dérange pas d'avoir une forte part d'aléatoire dans un jeu où, en fait, oui, c'est bon, on a joué entre 10 et 20 minutes. C'est ok qu'à la fin, c'est toi qui gagne parce qu'il fallait lancer 3D et t'as fait pile le bon résultat. Et même, j'aime bien parce que là encore, grosse émotion, on est debout sur la table, vas-y, lance les dés, non, Paul Gara, quel chat. Et en fait, ça me fait un bon moment. Ce que je détesterais sur un jeu de 2 heures où on a joué 2 heures, j'ai calculé chacun de mes coups, et puis tu lances un dé et tu gagnes. J'ai perdu du temps, quoi. J'ai le sentiment qu'il s'est pas passé un truc positif. CF encore, la conférence de Garfield, qui en parle très très bien d'ailleurs. Et alors Fantasy Realms, c'est aussi c'est vrai que le comptage des points est pas évident. Je sais pas si toi tu te sers de l'appli ou tu fais manuellement. C'est marrant, j'ai changé de bord sur ça. J'étais très team avec l'appli, ça prend 30 secondes, c'est bien. Et maintenant j'adore compter les points parce que c'est un espèce de petit moment un peu sympa où t'es posé, tu fais ton score, tu fais tes petites additions, et il y a un peu de suspense, il y a un truc ça m'amène plus d'émotion de le compter comme ça qu'à un moment où il y avait presque un truc de binge playing avec Elodie, notamment quand on jouait à 2, parce qu'on les faisait en 3 minutes, quoi. Qu'on avait fait les trucs, je connais toutes les cartes par cœur, j'avais tous les trucs en tête, et puis hop, on prenait l'appli, tac, 27, 38, c'est pas le typologie de score, mais 280, 188, ok, t'as gagné, on en refait une, bim, 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 et en fait, c'était presque trop rapide. Là où en comptant les points, ça pose un peu la partie, le rythme est un peu plus lent, on prend 3 minutes à la fin, effectivement, hyper chiant quand t'as pas l'habitude. Maintenant, quand on a fait 1000 en prête, ça nous prend pas si longtemps que ça. On regarde les points. Ok, t'as gagné, j'ai perdu. Ok, on en refait une, oui. D'accord. On en refait une tout le temps à Fantasy Realms. C'est dur de pas en faire. Oui, c'est vrai qu'on ça s'enchaîne plus. Toi, tu as joué à l'extension ou pas du tout? Ouais, j'adore les nouvelles cartes. Je déteste le module supplémentaire qui rajoute une couche d'objets magiques. Ça m'a déplu fortement. Et même, j'ai joué à toutes les versions de Fantasy Realms, je pense. À la version Star Trek qui est absurdement complexe, où il y a encore plus de mots-clés. Vraiment, on a eu un fou rire en jouant tellement on n'y arrivait pas.
la version remix qui est pas mal. J'ai maintenant la version collector qui est belle. L'avantage de Fantasy Realms est un jeu extrêmement laid et d'une beaufrie incroyable. Je pense mon truc préf en termes de c'est pas possible. Il y a une carte qui est le chevalier et l'illustration c'est 3 chevalières avec une armure boops et c'est 3 fois la même image qui a été flippée pour faire croire qu'il y a 3 dessins. On a juste changé leurs cheveux et il y a une brune, une blonde et une rousse. C'est ce niveau de bouffe Fantasy Realms. Et pourtant le jeu a réussi à me séduire alors que c'est le genre de truc où moi je peux faire c'est pas possible là, la chevalière, non mais arrêtez quoi. Et ils ont fait une édition dite collector qui propose le jeu et son extension dans une même boîte trop grande toujours, avec des sleeves de mauvaise qualité, mais des illustrations vraiment chouettes, là pour le coup, vraiment retravaillées, et une iconographie vraiment meilleure. C'est la version que je recommande à acheter aux gens, même si, pas de nouveau, vous payez un peu cher pour un petit jeu de cartes, mais ça vaut le coup en fait, parce que vraiment, je trouve ça brillant sur de nombreux aspects. Et là où c'est inspirant, c'est que moi, ça me fait aussi changer ma manière de percevoir des fois les jeux que j'aime et mes jeux préf. L'autre jeu qui me fait ça, c'est Next Station London de Matthew Dunstan, où quand je joue à Fantasy Realms, les premières fois, je me dis ouais, pas forcément brillant, mais je vois, c'est malin, c'est chouette, j'ai passé un moment. On en refait une en fait. Et Next Station, pareil, j'ai joué et j'ai fait ouais, c'est un peu comme d'hab, mais c'est chouette. On en refait une en fait. Et en fait, les jeux auxquels je fais 50 parties, en ayant tout le temps envie d'y rejouer, je crois que c'est les meilleurs jeux. Oui. Là où des fois je vois des jeux et c'est presque le côté un peu intello de est-ce que je me suis plus éclaté devant un film d'action ou devant un film intello où je me suis dit c'est brillant. Et des fois je vois des jeux et je me dis c'est brillant. Et après on me dit t'en fais une, je fais je sais pas, bof en fait. Et je crois que c'est des moins bons jeux par rapport à mon plaisir ludique. Et je suis content, c'est Simon Murat qui m'a vachement transmis ça aussi, coucou Simon, sur en fait ne soyons pas que élitistes et intello dans le jeu de société. On peut dire, waouh, la Familia, c'est incroyable. J'ai pas joué, mais ça a l'air incroyable. Et ça a ce côté très, waouh, quand je regarde tous les éléments, je me dis, brillant de ouf. Mais on peut aussi se dire, ok, Next Station London ou Fantasy Realms, c'est peut-être un peu plus pop. Il y a peut-être un truc il y a moins d'originalité sur plein d'aspects, mais en fait, je m'amuse et je prends du plaisir. En fait, c'est un super jeu, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est que tu peux reconnaître des qualités à des jeux comme à des livres ou des films qui sont des qualités presque quasi objectives. C'est-à-dire que c'est bien réalisé, c'est bien fait, il y a du propos, etc. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu vas préférer en termes de goût. Et je pense que parfois on oublie un peu de distancier un peu ce qui est bien fait et ça veut pas dire, ce qui veut pas dire que ça va te plaire à 100% parce qu'on peut aussi aimer d'autres choses pour d'autres raisons. Il y a plein souvent ce qu'on aime, c'est en fonction, de nos sensations, notre ressenti. Et c'est, pour le coup, super subjectif. Ça peut aussi tenir aux gens avec qui on découvre le jeu. Il y a plein d'éléments qui viennent s'ajouter. Et je suis d'accord avec toi, en fait, ça empêche pas de se dire ça, c'est peut-être super brillant. Mais en fait, ça m'a pas ému du tout. Ouais. Mais je peux reconnaître ses qualités et je pense que peut-être objectivement c'était un meilleur jeu qu'eux. Mais moi j'ai plus de plaisir avec celui-là. Et c'est ça souvent, j'ai l'impression qu'on a du mal à faire cette distance quand on parle de jeu, quoi. Ouais, c'est toujours ce truc de comment on l'intellectualise beaucoup. Et moi j'adore intellectualiser les choses, donc j'aime bien avoir des débats très longs sur pourquoi ce jeu est bien ou pas bien. Et ça fait partie de mon boulot, mais vraiment j'ai un plaisir sur ça. Mais à un moment et en partie avec Fantasy Realms, mais j'ai essayé de reconceptualiser une forme de désenchantement et de me dire, en fait, il faut que je me réenchante et de me dire, ok, ce jeu, je vois des défauts de game design, je vois des défauts d'édition. Est-ce que je me suis amusé ? Oui. Est-ce que j'ai passé un bon moment ? Oui. Est-ce que j'ai envie de rejouer ? Oui. Trop bien, en fait. Vas-y, on va se satisfaire de ça, plutôt que se dire toujours, ça ressemble un peu à ce jeu obscur de 84 qui a été fait par machin. Et en plus, regardez, là, l'iconographie, elle est pas parfaite, qui est un truc que je pouvais beaucoup faire et que j'essaie de moins faire aujourd'hui. Quand c'est pas le travail. Et évidemment, sur un proto, je vais être plus exigeant. On peut aussi aimer des choses malgré leurs défauts, et même pour leurs défauts, en fait, parce que leurs défauts te posent pas de difficultés. Moi, je sais que j'adore Time Stories, je pense qu'il y a beaucoup de défauts. Et pourtant, c'est un jeu que j'adore et je l'aime aussi en partie pour ses défauts, parce qu'il a autre chose qui est plus important qui l'emporte sur les défauts, quoi. Et on en revient un peu à ce qu'on disait sur le fait que moi, des fois, je me sens en décalage vis-à-vis des gros succès, ou même des jeux qui sont primés. Notamment, je me retrouve assez peu dans les choix des As d'or régulièrement. Parce que c'est des jeux sans aspérité et sans défaut. Là encore, c'est Simon qui a fait une très belle vidéo que vous avez sûrement pas regardée parce qu'on dirait qu'il va expliquer Expédition, mais en fait, il fait un long discours sur les jeux comme d'hab. Et cette vidéo est la réédition d'Expédition. En tout cas, moi j'ai regardé la vidéo. Regardez pas l'explication des règles, on s'en fout, sauf si vous voulez comprendre les règles, mais regardez tout le discours de Simon qui est hyper passionnant sur, en fait, je le rejoins, je veux des jeux qui marchent un peu mal, des jeux où il y a des trucs qui grattent, des jeux où il y a de l'interaction forte, des jeux où il y a des grosses différences de score. Ce que les maisons d'édition ont tendance à gommer et ce que le marché a tendance à mettre en avant.
Donc c'est peut-être moi qui est en décalage, hein, mais j'ai envie qu'il se passe plus de trucs que ok, à la fin 32, 33, 34, dis donc, c'était serré. Oui, on a fait la même chose les loulous, en fait, c'est pour ça que c'était serré. Ouais. Bon, je comprends tout à fait ton point. Je suis assez d'accord. En fait, on veut des choses qui offrent plus de sensations et pas qui soient dont tu sortes en disant c'était quand même très fade. En fait, c'est quand même parfois au fait, tout est tellement bien polissé que t'as l'impression d'avoir joué à un truc qui est interchangeable avec un autre et c'est plus pauvre en termes de sentiments, quoi. Ouais, moi j'ai ce sentiment-là, en fait, régulièrement. Et tant pis, ça me convient aussi très bien de me dire j'aime pas les jeux qui sont populaires et que plein de gens adorent. Amusez-vous à ce que vous avez envie de vous amuser, mais c'est vrai que régulièrement, je me sens en décalage. Ouais, vraiment, il y a ce mot-là de se dire pardon, tout le monde aime bien le jeu là, vraiment. Qu'est-ce que j'ai pas vu en fait, quoi. Et juste j'ai pas vu des trucs, quoi. Et c'est des questions de ressenti et d'émotion, mais j'espère qu'on aura une vague de jeux très très plein d'aspérités et de petits défauts parce que j'en ai aussi besoin et envie. Je sais que, moi, j'ai plusieurs personnes, tu vois, en discutant un petit peu, qui disaient que c'était une grosse inspiration Fantasy Realms, notamment parce que t'as cette main très limitée. Ouais. Et que ça, c'est aussi ce qui est assez beau dans le jeu. En fait, c'est que tu vas avoir ta main de 7 cartes et tu vas te démerder avec. Il y a quelques jeux comme ça qui font ça. T'as un peu Res Arcana où t'as ce même ressenti, où t'as tes 8 cartes de départ. Parce que moi, je suis anti-draft dans Res Arcana, je le dis. Et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est quand t'as ta main de 8 cartes et tu te démerdes avec. Bon, alors dans Fantasy Realms, tu vas changer. Bon, après, dans Res Arcana, tu vas pouvoir comboter des choses et tout. Mais dans Fantasy Realms, tu vas pouvoir changer ta main. Mais le fait d'avoir une main très réduite et de devoir te débrouiller, je trouve ça, c'est un truc qui t'a inspiré, tu penses, dans des jeux? Ouais, clairement. Sur cette question de combo hyper gratifiant, mais un peu dur aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Sur la mécanique de prise de carte un peu ramiesque là aussi, de est-ce que je prends, est-ce que je défausse, est-ce que je prends dans la Sea Salt and Paper Sea Salt and Paper sans Fantasy Realms n'existe pas à 100%, quoi. Notamment sans la variante 2 joueuses de Fantasy Realms qu'on a twisté un peu au départ, mais qui est la mécanique de départ de prise de carte de Sea Salt, c'est 100% ça. Et quand j'amorce le projet avant d'en parler avec Bruno, je me dis un peu genre, est-ce qu'il y a moyen de faire Fantasy Realms en beaucoup plus simple, avec évidemment des différences, mais où on a ce même plaisir sans avoir la complexité il y a du texte, les cartes sont un peu complexes. Des mots-clés et tout. Et je sais que sans Fantasy Realms, il n'y a pas Far Away de Corentin Lebras et Yoann Goupil, deux personnes que... Il dit que c'est sa grande inspiration. Très très clairement, et ça se voit, je trouve. Sur pas mal d'aspects. On a fait aussi un jeu comme ça, j'ai l'occasion d'en parler, mais chez 404 avec la team Kaedama qui s'appelle Naruto au secours de Konoha, qu'on aime beaucoup et qui n'a pas été perçu par les joueurs et les joueuses classiques, parce que c'est un jeu Naruto avec une boîte orange immonde. Ouais, donc on se dit que c'est un truc à licence et que c'est moins bien. Et c'est un peu particulier, je crois qu'il y a Ludovox qui a joué et qui a détesté, mais on était assez content de ce qu'on avait fait, dans le sens où c'est un peu un Fantasy Realms coopératif, avec un truc on va chacun construire une main pour essayer de co-construire un truc, et on va se passer des cartes avec là où ça peut ne pas plaire, avec une communication restreinte mais pas restreinte, un peu moi j'ai besoin d'un truc mais je peux pas trop te le dire, mais ça serait cool qu'on me donne un cadeau quand même. Mais clairement sans Fantasy Realms le jeu n'existe pas, et je vois plein de jeux, et même certains je pense où je le ressens pas directement, où sans Fantasy Realms on n'avance pas comme ça. Et c'est fou comme autour de moi effectivement il y a de nombreux auteurs et autrices qui disent voilà, quelle source d'inspiration, quoi. Ouais. Pour un jeu qui aurait pu apparaître insignifiant et pas spécialement majeur. Oui, et puis qui était pas en plus, je trouve, dans les standards, parce que c'est vrai, comme la boîte de départ, les illustrations sont pas très jolies, elles t'envoient pas du tout du rêve. Rien qui va. Hein. Et ce qui fait qu'on sait qu'aujourd'hui ça compte énormément aussi dans la façon de vendre, les visuels sont hyper importants, et tu te dis oui, ce jeu il a quand même bien. Moi en plus je trouve que sur les réseaux on voit souvent des partages de scores, j'ai fait tel score, et toi tu sais quel est ton meilleur score ever? Je peux regarder sur BG Stats, mais tu t'en rappelles pas encore? 380, je dirais, un truc dans le genre. J'ai pas fait la main parfaite pré-extension, jamais, mais j'ai fait suffisamment de parties pour faire des scores débiles, et des scores vraiment nuls aussi d'ailleurs. Mais je te rejoins, Fantasy Realms c'est intéressant aussi sur un aspect que moi j'aime bien et qui est aussi un des points qu'on peut moins faire aujourd'hui. J'aurais presque pu mettre Innovation de Karl Chudik dans cette liste un peu pour ça aussi, mais c'est ta première partie de Fantasy Realms elle est nulle. Et ta deuxième partie elle est bof, et ta troisième elle est extraordinaire, et à partir de là t'as un océan de génial qui s'ouvre. Et c'est un truc que beaucoup de maisons d'édition disent aujourd'hui on peut plus faire ça, parce que une des manières de communiquer sur un jeu c'est le réseau de l'influence, et puis un influenceur, une influenceuse qui reçoit 15 jeux par semaine, ils vont pas faire une partie en disant oh c'était nul, j'en refais 3 pour voir. Non, forcément le jeu le résultat ça sera oh ça m'a pas plu. Tout comme les boutiques vont pas avoir l'occasion de remettre le couvert, et donc ces jeux-là ils sont difficiles à mettre en avant, alors que c'est un peu dommage parce qu'il y a un côté un peu de je gratte un peu la couche sur le trésor et à la fin il y a un gros trésor, là où des fois il y a des jeux je gratte un peu la couche sur le trésor et en dessous il y a rien,
Mais ces jeux-là vont être mieux valorisés parce que le trésor, il est déjà un peu visible. Bon, c'était une analogie pas terrible, mais vous avez compris. Et moi, j'aime bien ces jeux qui mettent du temps un peu à s'offrir et à se découvrir. Mais pareil, ils sont pas dans la tendance du marché où il y a beaucoup de sorties. Oui, après, c'est une question aussi de bien se connaître, je trouve, parce que moi, pour le voir, il y a des jeux auxquels j'en fais une partie et vraiment ça me plaît pas et je sens que ça me plaira. Et il y a des jeux qui me plaisent pas sur une première partie, mais où je sens que c'est peut-être très contextuel et c'est peut-être effectivement, et je pressens que j'ai très mal joué, que j'ai pas bien compris, que j'ai compris en fin de partie. Et du coup, mais ça, c'est aussi bien se connaître soi en fonction de ses attentes et de, voilà, je sais très bien qu'il y a des jeux auxquels j'en ai fait une partie. C'est pas la peine que j'y rejoue parce que clairement, j'y trouverai jamais mon compte pour plein de raisons, quoi. Il y a des jeux sur lesquels il y a une couche et on gratte et en dessous il y a du caca et et voilà. Et puis au bout de 4-5 parties, tu te dis bon bah même j'ai tout essayé, mais non, je suis pas de ceux qui disent oh là là, on ne peut pas juger un jeu après une seule partie. Il y a des trucs j'ai joué après une partie, j'ai fait ouh là là, ça me plaît pas du tout, voire ouh là là, c'est mauvais en fait. Parce que je suis pas non plus des gens qui disent. Est-ce qu'à la lecture des règles, tu peux te faire une bonne idée, toi? Oui, un peu. Avec pardon, ça faisait très présomptueux. Oui, un peu, j'arrive à le faire. Non, régulièrement en tout cas, je me dis à mon avis, mon expérience va ressembler à ça et elle va ressembler à ça. Et plein de fois, je me plante. Ouais, donc c'est rassurant aussi. Ouais, notamment, je pense mon exemple parfait sur ça, c'est The Mind de Wolfgang Warsch, où je le découvre avant la sortie française, pas avant vraiment la hype, avant la hype francophone. Mais Eric Martin de BGG avait déjà dit que c'était extraordinaire. Donc je le suis et généralement j'aime bien la vie d'Eric Martin, donc je me dis ok, je vais acheter une boîte, j'achète une boîte, je lis les règles et je fais genre mon Dieu, je me suis fait avoir en fait, c'est nul. Et je fais un première partie, je fais oh pardon, qu'est-ce qu'on a vécu là en fait quoi. Et à la lecture des règles, je pense qu'on nous propose le proto de The Mind chez Spiral dans la boîte mail. Et limite, j'appelle les copains, dire, vous avez vu le truc qu'on a reçu là, et on se moque un peu quoi. Tellement ça a l'air nul, alors que c'est formidable. Donc j'essaye de sur les jeux plus classiques, c'est facile. Si j'ouvre un livret de règles et qu'il y a oh regardez, vous récupérez les cartes comme ça, c'est un peu malin. Et puis il y a un scoring, c'est la majorité de la collection et de la collection transversale. Je me dis oui, ça va pas me plaire, je le sais, je l'ai vu déjà. Il y a rien de spécial. Mais sur les jeux un peu bizarres où je me dis je sais pas, j'adore être bien surpris. Alors on va finir avec le 5e jeu que tu as choisi, qui chronologiquement ne devrait pas se situer là, mais on l'a mis en dernier parce que ce n'est pas un jeu de société à proprement parler, c'est un jeu de rôle. C'est Warhammer JDR. Ouais. Donc qui est la première édition, je pense, c'est de 83. Ok. C'est ce que j'ai retrouvé. Donc c'est un jeu de rôle dans l'univers de Warhammer, mais c'est Warhammer plutôt fantasy. Je pense que c'est plus c'est l'ambiance un peu renaissance de c'est pas de 40K Warhammer dans l'espace. C'est pas 40K ni Sigmar ni. C'est avec des dieux, du chaos, des gobelins et on se met sur la gueule et on a des crêtes. Tu découvres le jeu de rôle vers quel âge environ? Je suis au lycée. Avec un truc où pareil c'est marrant quand j'en parle avec des personnes du milieu un peu plus âgées, mais moi j'arrive au lycée, je suis en seconde et les terminales ils jouent au jeu de rôle et c'est les cool kids quoi. Il y a un truc de waouh, vous faites du jeu de rôle, ça a l'air si bien, je veux essayer de voir ce que ça fait quoi. Là où je sais que j'ai encore des potes plus âgés qui étaient un peu bullies pendant leur scolarité parce que vous êtes les geeks, vous faites du jeu de rôle, c'est pas cool. Moi vraiment c'est exactement l'inverse et je fais du jeu de rôle parce que je veux être un peu plus cool parce que je le suis pas quoi. Et vraiment ça a l'air incroyable ce qu'ils font les grands à jouer à du jeu de rôle. Et j'achète le bouquin de Warhammer. Je sais pas pourquoi j'achète ça. Il jouait déjà à ça dans... Non, pas trop en plus. Je sais pas pourquoi j'achète ça plutôt que Donge à ce moment-là. Tu connaissais déjà de la licence Warhammer ou pas du tout? Que dalle. J'ai jamais joué à des jeux de figurines, donc j'ai même pas le truc. C'est un moment, je sais pas, je rentre dans la boutique de jeux et au Théâtre 3 Face à Poitiers, je regarde et je fais je sais pas. Alors que cette couve est... Donc j'achète la 2e édition et la couve elle est moche. Vraiment, il y a pas grand chose qui va. Enfin, je l'aime pas du tout quand je la regarde aujourd'hui, mais elle m'attire tout de suite. J'achète ça et c'est parti, on va faire du jeu de rôle. Et clairement, ça change ma vie. Le jeu de rôle, c'est un des trucs comme Magic dans sa globalité qui a eu un impact sur ma vie qui est significatif et qui a changé beaucoup, beaucoup de choses. On joue pas mal au lycée, un peu à Warhammer que je mène, pas mal à Vampire la Mascarade. Ouais, donc tu es et meneur et joueur. Ouais, tout à fait. Et j'arrive à avoir un groupe régulier tous les vendredis matins avant le cours de SVT. Vous leviez plus tôt. On se lève plus tôt, on se pose et on joue à Warhammer, pas à Warhammer, à Vampire à ce moment-là, 1h30 toutes les semaines, on avance sur la campagne et tout, et c'est hyper cool. Et cette pratique, elle est importante. Je pense qu'elle me donne de la confiance en moi, elle m'aide sur l'oralité, sur ma capacité à m'exprimer, sur de la créativité, sur du partage d'émotions. Vraiment, il y a plein de choses qui se passent autour de ça. Parce que très vite aussi, je suis sur le côté émotion et narratif du jeu de rôle. J'ai jamais été
J'ai jamais fait du JDR où on comptait les points d'encombrement et on regardait les dégâts, machin, et on décrivait des trucs longs et compliqués. Où je comprends que des gens puissent s'amuser. Moi, absolument pas. T'es moins adepte du JDR simulationniste, plutôt dans tu préfères les plus narratifs et laisser de la liberté à la construction Clairement. Du récit, quoi. Moi, je suis OK si on a fait 3 lancers de dés pendant la partie parce qu'il fallait un peu de chaos, mais que tout le reste du temps, on a parlé, quoi. Mais je découvre ça, j'en fais plein au lycée, un peu à la fac. Plus du tout quand je trouve mon premier boulot chez Yellow, quand j'ai 22 ans, où je déménage à Nancy, et là, je fais plus du tout jeu de rôle. Et je retrouve ce plaisir-là à Bruxelles, notamment avec Gabriel Durnin. Et vous avez écrit ensemble, d'ailleurs, un jeu de rôle? Tout à fait, The Heist, chez Entremonde Édition, qui est passé par un financement participatif et qui arrive là bientôt. Les PDF ont été livrés aux contributeurs et contributrices il y a pas très longtemps. Et Gabriel, lui, est un gros rôliste. Il est retombé dedans. Vraiment, il joue plus à du jeu de rôle qu'à du jeu de société maintenant. Et c'est lui qui me remet dedans. On fait 3 campagnes de donjons à Bruxelles. On joue vraiment tous les 15 jours. Strict. On arrive à avoir une vraie table. À un moment, il y a 2 joueuses qui font un bébé dans le groupe. Je pense qu'on fait une pause de 3 semaines. Et après, j'ai des photos où on joue. Il y a le nourrisson dans les bras de sa maman, mais on joue quand même et tout va bien et c'est cool. Et clairement, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois et qui est vraiment incroyable. Aujourd'hui, je joue un poil moins parce que j'ai plus de table fixe. D'accord. Mais je fais. Tu joues jamais à distance? Non, je déteste ça. D'accord. Enfin, je déteste ça. Non, c'est pas le bon mot. T'es pas à l'aise? J'aime pas trop. Et moi, j'ai un vrai problème d'attention. Oui. Et donc sur un ordinateur, en fait, au bout de 30 secondes, je m'ennuie un peu et je vais ouvrir Twitter et je suis en train de relire. Je fais un mail discrètement en coupant le son de mon micro. Et on me dit, tu fais quoi? Et je fais, pardon. J'ai pas entendu, ça a lagué. Pardon, j'écoutais pas. Non, j'assume bien j'écoutais pas, mais régulièrement, j'écoute pas. Tout comme à un moment, j'ai fini par bannir mon téléphone portable pendant mes sessions physiques parce que, pareil, c'est des sessions longues. Moi, je suis vite fatigué et à un moment, je regarde mon téléphone et puis je me perds dans des conneries et je suis en train de regarder Instagram plutôt que jouer. Donc j'essaie de pas faire ça. D'être plus discipliné. Ouais. Est-ce que tu t'intéresses un peu aux jeux de rôle un peu indé, à tout ce qui sort, qui est un peu en dehors des circuits ou des grosses franchises, de jeux de rôle? Ouais, un peu. J'achète plein de trucs auxquels je joue pas, mais où je lis des bouquins et je fais oh, pas mal, ça a l'air chouette. Notamment, j'aime bien j'ai eu l'occasion de jouer pas mal, mais le boulot de Ino, Anthony Combrexel, qui a fait entre autres Patient 13. Là, dernièrement, on a fait Rochemort en un gros week-end à Plains, ce qui était une très très belle expérience de jeu. Et qu'à ce côté, justement, un peu total, comme c'est lui qui généralement fait le graphisme, illustre et édite. Et donc, il y a un truc de propos qui est plus fort que dans le jeu de société. Et on en parlait un peu en off ensemble, mais là, j'ai découvert dernièrement le boulot de Com Martin. Et j'ai lu pas mal de trucs, notamment 2 étés qui étaient hyper beaux, auxquels j'ai pas joué, mais la lecture des bouquins sont toujours une vraie source de plaisir. Comme Martin Mac, j'ai interviewé, l'interview est disponible du 9 mai, quoi. Ok, j'ai hâte d'écouter ça. Et qui parle aussi beaucoup de la mise en page, en fait, de la façon dont l'utilisation aussi du format peut être important dans le jeu de rôle, puisque notamment il a fait un jeu qui est un plan de métro. Pendant ça, dans le métro, ouais. Et c'est clair que là où c'est inspirant le jeu de rôle de ce type-là aujourd'hui pour moi, c'est l'aspect en fait on s'en fout, on fait ce qu'on veut et on y va, on va sur des thèmes qui sont pas faciles, on va sur des promesses de jeu qui sont clairement bizarres, sur des trucs qui sont pas mainstream et des trucs qui ont pas l'air vendeurs, et on assume le fait que des fois ça marchera un peu mal, pas que commercialement, même pas du tout commercialement, mais c'est des jeux qui ont des défauts, qui ont des trucs qui fonctionnent pas, qui ont des mécaniques où des fois tu joues, tu fais ça gratte un peu, on va un peu la changer. Mais en fait, quand tu joues avec des gens, on est OK pour se dire OK, la méca de lancer de dés, là, moi je la trouve chiante, toi aussi. Vas-y, on l'enlève et on continue de jouer et tout le reste est super. Oui, ce qui est moins possible dans le jeu de société. Ouais. Tu peux pas t'exonérer quand même de la règle du jeu. Clairement. Sur la thématique, justement, dans le jeu de rôle, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'exploration. Est-ce que tu regrettes la frilosité, en fait, dans le jeu de société sur les thématiques abordées? Parce qu'il y a quand même... on tourne un peu quand même en rond, on peut le dire. Oui, clairement. J'ai envie qu'on puisse faire des choses un peu différentes. Sans être forcément dans le serious game en plus, parce que c'est toujours... on aimerait bien avoir un vrai jeu, qui soit là pour être ludique, mais qui puisse aborder d'autres... Ouais, à la fois d'un point de vue politique. Moi, je trouve qu'on manque des fois de prise de parole et de propos sur des choses. Il y en a un peu sur l'écologie, mais c'est toujours un peu faiblard et on va jamais très très loin. Alors qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire et plein de choses qu'on pourrait dire. Je suis complètement en désaccord avec Bruno Felluti, que j'aime beaucoup, mais où je trouve que moi, chaque choix dans un jeu est politique. Et dans un milieu où un des pierres fondateurs, c'est
les colons de Catan, on peut pas dire que le jeu est pas politique. Et quand la moitié des jeux nous demandent d'être le plus riche à la fin pour gagner, il y a forcément un propos. Et j'ai l'impression que ça, c'est un point qu'on pourrait explorer, mettre plus d'engagement politique dans les jeux et d'exprimer plus de choses à travers ça. Jamais au détriment du plaisir ludique, mais c'est parfois malheureusement le cas. Je te rejoins sur dès qu'on a un thème qui est un peu différent et un peu politisé, ça va être un jeu où c'est le truc central. Ce qui vaut parce qu'à côté de ça, on a beaucoup de jeux qui sont très bien mécaniquement, mais dont le thème est quand même de coloniser, détruire, conquérir, et qui sont des thèmes en fait super politiques, mais qu'on n'analyse plus comme politique. Ouais. Tellement c'est la norme, et c'est là que c'est là tu te dis qu'il y a quand même un vrai problème aussi de conditionnement en fait de nos. Et moi j'aimerais voir des jeux où c'est les mêmes jeux, mais où on change un peu le truc quoi, sans que ça soit, sans qu'on aille des fois trop loin. Mais j'ai adoré Spirit Island sur ça par exemple. J'ai pas trop aimé le jeu, mais j'ai adoré ce côté de qu'est-ce qu'on joue dans Spirit Island, les esprits de la nature qui se rebellent contre les colons qui arrivent pour récupérer une terre entre guillemets vierge qui ne l'est pas, et nous on va essayer de faire en sorte de les virer quoi. Et ça, il y a un truc qui est, on n'est pas sur du jeu politique où on me dit regarde, je suis un jeu politique, je vais parler d'écologie, t'as vu, wink wink, ce qui est des fois souvent le cas et c'est un peu des trop grosses ficelles. Là on est sur un jeu éminemment politique sans que ça soit le cœur du truc. Et ça change tout. Et je rêve de trucs où on joue et à la fin, c'est pas celui qui a le plus de prestige ou celui qui a le plus d'argent qui gagne, mais d'autres ressources qui fonctionnent. J'ai ça et c'est un peu naïf, mais je suis hyper content de faire ça avec Joachim Thome, l'auteur des Tribus du Vent, qui est un bon exemple d'engagement un poil politique dans le jeu, sur ce post-apo après un hiver de pollution et de problèmes liés à l'humanité, où on travaille en ce moment sur un jeu de gestion. J'allais dire classique, non, parce qu'on essaie qu'il soit super, mais avec des mécaniques qu'on a déjà vues d'une certaine manière, mais et sur un thème médiéval, on envoie des gens récupérer du bois et de la nourriture pour faire des choses, mais ce qu'on gagne, c'est du bonheur. Et à la fin, c'est la personne qui a le mieux envoyé ses ouvrières et qui a rapporté le plus de bonheur dans son petit village, plutôt que le plus de prestige. Et c'est nul, ça n'a pas un impact significatif en termes de jeu, mais je suis content qu'on fasse ça en se disant ok, peut-être que nous, dans ce qu'on raconte et ce qu'on a envie de raconter sur ce qu'est le futur et ce qu'est la victoire, c'est pas que l'argent et le prestige, c'est des fois des trucs un peu plus importants, quoi. Et les jeux peuvent le faire, je crois. On peut aller sur ça, en allant parfois sur des thèmes bizarres. Moi, je rêverais d'avoir des jeux sur l'amitié, sur les souvenirs, sur la des maladie, trucs qui ressemblent à ça, même sur des... La romance, ce sont des thèmes tellement pas explorés. Alors qu'il y a plein de choses à faire et que c'est parfaitement ok, et pas se dire à chaque fois que je joue un jeu à deux, c'est je vais te casser la gueule, c'est du militaire. Mais j'entends aussi que les maisons d'édition sont très régulièrement frileuses parce qu'il y a une crainte de ça ne fonctionnera pas. Et c'est là où le jeu de rôle arrive à le faire. J'ai l'impression qu'on sort régulièrement des logiques commerciales mercantiles et que quand, comme Martin, il sort un truc ou quand Ino il sort des trucs, c'est de l'auto-édition. Il y a un travail de production qui est moins cher. C'est parfois du tirage extrêmement limité, voire à la demande. Ou c'est du partage par PDF, donc ça élimine quand même aussi toute la partie production matérielle, en fait. Mais Thomas Provost, comme ça on le recite parce qu'il est toujours inspirant, m'a toujours dit risquer, c'est le moins risqué. Et j'adore ce mantra-là de se dire, ok, en fait, des fois, il faut y aller. Et aujourd'hui, un jeu avec un thème très, très différent va sortir de la masse s'il est bon. Ce qui est important, un mauvais jeu avec un thème chelou, il marchera pas quand même. Mais un excellent jeu avec un thème chelou, je pense, va encore plus briller de par sa différence. Et donc, moi, j'en ai du moins un peu pas la certitude, mais l'envie d'y croire, ça va aider un jeu à fonctionner encore mieux. T'arrives en tant qu'auteur à imposer toujours le thème, est-ce que d'abord t'as toujours ton thème quand tu commences un jeu? Est-ce que t'arrives à l'imposer? Est-ce que c'est arrivé qu'on te demande de vraiment rechanger tout le thème? Ça bouge souvent, ouais. Pour le coup, moi j'arrive régulièrement avec des thèmes. Il y a quelques exemples où typiquement quand on est avec Roi, avec Johan Goupy chez Gros Games, on est un peu genre, on a posé un habillage, c'est babylonien, vraiment on s'en fout, mettez ce que vous voulez, quoi. Ok. Ce qui est pas la norme dans mon travail, ce qui je pense est plus... Johan est un auteur plus mécanique que moi, je pense, donc qui est plus classique chez lui, un peu moins chez moi, mais on arrive avec ça, et Greux nous fait cette proposition justement assez jolie d'exploration spatiale, mais à la recherche, pas de la conquête spatiale, mais plutôt d'observer ce qui se passe, de voir des animaux, de faire un truc un peu chouette, qu'on ressent pas spécialement dans le jeu et dans son traitement, ce qui est dommage, mais qui est joli et qui a une volonté très légèrement politique, je pense. Mais autrement, plein de mes jeux ont changé, La Maison des Souris était la cabane de la sorcière. Les détectives Charlie était Sherlock Witch. Ouais. J'aime beaucoup les sorcières et ça reste jamais. Mais t'aimes beaucoup les chats aussi. Ouais, j'aime beaucoup les chats et les sorcières et puis j'adore ce qu'ils ont fait. À chaque fois, ma philosophie sur ça, et là ça a été le cas sur les deux, en fait j'arrive avec un thème qui me plaît sur les deux.
quand on me fait la proposition, je me dis, bah, en fait, c'est mieux ce que vous proposez, donc je vais pas faire plein d'ego en disant, mais non, attendez, mon thème, c'est moi, je l'ai choisi, c'est comme ça. Non, en fait, bah, on travaille ensemble, donc votre thème, il est mieux, je vais le prendre. Mais ça change extrêmement souvent. Il y a quelques moments où je bloque des choses. Typiquement, sur Détective Charlie, c'est un bon exemple de, je voulais que ça soit une héroïne et pas un héros. Et ça, j'étais intransigeant. Donc, on n'est pas sur le thème, mais il y avait un truc de, ok, j'ai une volonté spécifique de quelque chose. Ça, je veux pas que ça bouge et ça bougera pas. Autrement, ça sera pas avec vous et tant pis, quoi. Bon, ils m'ont eu parce qu'on a quand même mis un prénom épicène pour qu'il y ait un vague doute. Mais c'était un compromis que j'étais OK de faire. Bah écoute Théo, je te remercie beaucoup. C'est moi. C'était super cool de discuter. À fond. Voilà. C'est pas la première fois qu'on se parle, alors mais j'ai l'impression que c'était pas la même discussion, donc c'est ça qui est chouette aussi. Oui, et ça fait un petit bout de temps qu'on avait. On n'avait pas échangé. C'était Proxy Jeux et c'était. À Cannes la dernière fois qu'on avait. Ah oui, on avait fait un Cannes. Je dis une grosse bêtise à un moment, mais. Et une fois, il y a une grosse interview au moment où vous aviez lancé Kaedama. Qui remonte un peu, mais le Proxy Jeux, je le regrette un peu parce que j'ai un truc un peu nul qui me hante des fois. Enfin, je me réveille la nuit où on parle entre autres de la place des femmes dans le milieu du jeu et j'ai plus la citation exacte parce que je me suis pas réécouté, mais je suis encore bien trop naïf où je suis un peu genre, il y a des problèmes systémiques, on a des problèmes, mais je pense pas qu'on aura un MeToo du monde du jeu et on l'a eu un an après, ce qui m'a mis une baffe monumentale et qui était super très dur. Oui. Évidemment moins pour moi que pour les victimes et l'idée est pas de me plaindre, mais ça m'a questionné sur plein de choses du milieu et sur ma connaissance des personnes autour de moi et je me suis rendu compte que ce proxy jeu j'avais été un peu naïf quoi. Et il y avait un truc de parce que j'avais des discussions sur le sujet avec beaucoup de personnes, notamment avec des personnes concernées et que j'avais des retours qui étaient plutôt chouettes, j'ai bien trop présumé que ces quelques exemples étaient la norme et des fois je me réveille la nuit en me disant putain j'étais con. Non mais tu sais, ces moments où tu regrettes une phrase que tu as dit il y a 10 ans. Du coup, c'est l'occasion de revenir sur le sujet. Ouais, clairement. Et c'était justement tout ce qui s'est passé sur ce MeToo ludique m'a questionné sur les personnes autour de moi, évidemment, mais aussi sur la naïveté et la capacité hyper forte du système de nous gommer les comportements problématiques et les petits comportements problématiques et qui nous amène à se dire en fait, ça va, tout va bien et notre milieu, il est pas pire que d'autres. Donc, en fait, c'est OK. Probablement le fait que, en dehors des cas plus graves, enfin, si on devait faire une hiérarchie tu vois, des comportements après, il y en a qui relèvent du délit pénal, enfin, ou du crime ou du délit. Donc, ça en est carrément. Mais c'est vrai que souvent, on se rend compte que le sexisme ordinaire, on ne le voit plus. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on a intégré et en fait, c'est vraiment c'est quand on se questionne et qu'on reprend, et c'est ce qu'on appelle la déconstruction, qu'on se rend compte qu'en fait, toutes ces petits cumuls de sexisme ordinaire contribuent en fait à pérenniser un système patriarcal qui est violent pour les femmes, et puis après toutes les minorités en général. Hein. Ouais, c'est toujours cette question des privilèges quand t'as des privilèges, tu ne te rends pas compte que t'as des privilèges avant qu'on te le pointe. Et quand on te le pointe, c'est dur de se dire en fait non, moi ma vie elle est pas super, donc qu'est-ce qui se passe, et prendre conscience que si en fait j'ai tout ça qui m'amène à une forme de confort monumental, mais ouais, c'était on diverge à mort de cette fin de podcast, pardon si vous écoutez, on digresse beaucoup, mais je suis hyper fier de toutes les femmes qui ont porté le mouvement, de toutes les victimes qui ont parlé, de la parole qui s'est ouverte de manière significative et qui a été hyper important, et je pense qu'il est à date dans le milieu du jeu, et je suis paradoxalement, et je vais essayer de bien le formuler, mais assez heureux de voir qu'on arrive à cette déconstruction et à cette force-là et à cette évolution du milieu, parce que en fait c'est des portes qu'on a besoin d'ouvrir pour que ça soit mieux à la fin, et il y a un truc très paradoxalement un peu réjouissant dans le fait que maintenant ça existe, maintenant il y a cette forme de solidarité et la parole se libère, pas complètement mais de plus en plus, ce qui fait que j'espère que le futur sera plus radieux quoi, et en même temps il y a une culpabilité d'avoir été trop naïf à un moment quoi. Mais c'est un autre podcast, mais il y a plein de choses à dire sur ça. Ok, écoute, je te remercie beaucoup Théo en tout cas. Ouais, merci à toi. Et puis on aura sûrement l'occasion de rediscuter un jour. Oui, c'est sûr. On remercie tous les auditeurs et auditrices et puis à bientôt pour une nouvelle émission, une interview. Des bisous.